Bienvenue à tous à cet atelier sur la sobriété et la transition énergétique des entreprises. L'idée ici, c'est de vous présenter des enjeux, le contexte sur le contexte énergétique. Ça a déjà été évoqué un petit peu ce matin. Là, on va rentrer peut-être un peu plus de manière concrète. Voilà, on a une vision macro, là on va l'avoir un peu plus concrète par GEG, donc Lorraine Canova qui est ici. Ensuite, on aura Jean-Sébastien Degouve d'Opéra Énergie, qui nous expliquera les différents mécanismes d'aide à l'achat d'énergie proposés par le gouvernement en ce moment. Et ensuite, nous passerons sur un volet solutions avec la CPME qui nous présentera des dispositifs d'accompagnement aux entreprises, donc avec Stéphanie Mousset. Et nous terminerons par des retours d'expérience concrètes de mise en application de solutions d'efficacité énergétique, notamment de récupération de chaleur fatale dans l'industrie, avec Adrien Marciano de Coretech. Donc, merci d'être là et je vais passer la parole tout de suite à mes deux experts sur les enjeux énergétiques, donc Lorraine Canova et Jean-Sébastien Degouve. Merci Aline et bonjour à tous. Brièvement, je présente donc Lorraine Canova. Moi, je travaille au sein du département achat d'énergie au sein de GEG. Et je pilote également l'équipe C2E, donc, qui s'occupe qui accompagne nos clients et les bénéficiaires dans les travaux d'économie d'énergie, notamment au niveau du financement. Du coup, je disais que je vais vous parler de GEG en 2 mots, du contexte énergétique et de l'impact sur les contrats de fourniture d'énergie, et aborder l'enjeu et l'importance de la sobriété énergétique. C'est mieux, pardon, désolée. Donc GEG, c'est un énergéticien public local implanté à Grenoble, qui est intégré sur toute la chaîne de valeur de l'énergie. Donc GEG produit de l'électricité renouvelable, on produit également du biométhane, on exploite et on entretient des réseaux de distribution d'électricité et de gaz dans la région grenobloise. On fournit plusieurs dizaines de milliers de clients en électricité et en gaz. Donc là, c'est plutôt majoritairement sur Rhône-Alpes, mais on en fournit également sur tout le territoire national. Et on a une casquette aussi de service avec des équipes dédiées notamment sur l'éclairage, donc qui réalisent des travaux techniques d'éclairage sur des entrepôts des entreprises ou alors sur l'éclairage public, les illuminations de Noël, par exemple. Donc voilà pour GEG. En tant qu'acteur de l'énergie, on est complètement concerné par la situation actuelle et le contexte, c'est pareil, et le contexte énergétique. Donc vous voyez sur l'écran donc la courbe des prix des marchés de gros de l'électricité entre 2001 et 2021. Donc on voit qu'il y a une variation de ces prix. Donc là, c'est bien les prix des marchés de gros, c'est pas le prix que le consommateur final paye, et c'est le prix d'un produit de base qui est un bloc d'énergie constant sur toute l'année. Et donc ce prix, on voit qu'il évolue globalement la plupart du temps entre 35 et 60 euros du mégawattheure sur les 20 ans, hormis le pic et le maximum atteint lors de la crise financière mondiale de 2008, où il avait atteint un sommet, un pic de prix à 93 euros du mégawattheure. Donc maintenant, ce qu'on vit aujourd'hui, donc depuis un peu plus d'1 an, donc il y a eu une envolée des prix de l'énergie et notamment de l'électricité, avec un pic de prix atteint fin 2021 qui a atteint 400 euros du mégawattheure. Et là, ce qu'on a connu fin août de cette année, où on a atteint plus de 1100 euros du mégawattheure, soit plus de 10 fois le maximum des prix qu'on avait connus sur les 20 dernières années. Donc effectivement, on est bien dans un contexte et une situation qui est complètement inédite, avec un marché qui s'est complètement envolé. Et donc les causes de cette envolée de ces prix de l'énergie, elles sont multiples. Il y a énormément de facteurs. Et donc on a eu vraiment, c'est un petit peu comme la loi des séries, il y a vraiment eu une accumulation de plein de facteurs qui ont poussé les prix à la hausse. On en synthétise 3 là, sur le graphique, notamment la guerre en Ukraine, avec la Russie qui a drastiquement réduit ses livraisons de gaz, avec notamment l'indisponibilité de la production nucléaire française,
Pour un peu avoir une idée, il y a plus de la moitié des réacteurs aujourd'hui qui sont en maintenance. Dans les années 2010, on produisait à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, un peu plus de 400 TWh d'énergie nucléaire par an. Et sur l'année 2022, on sera à moins de 300. On va finir l'année autour de 285 TWh. Et on en prévoit un petit peu plus que 300 pour l'année 2023. Donc on est largement en dessous de ce qu'on a connu de production nucléaire. Et par ailleurs, concernant nos centrales hydroélectriques, on a eu une année qui a été particulièrement sèche. Et donc ça dégrade également notre production hydroélectrique. Donc c'est les principales causes, mais il y en a beaucoup d'autres avec des problèmes techniques sur des approvisionnements gaziers et autres. Donc voilà. Pour mettre ces deux courbes un petit peu bout à bout, donc là vous avez vraiment l'historique depuis le début du marché de l'électricité, donc depuis le début de la bourse. On peut simplifier ce qu'on voit par un marché de l'électricité qui, sur 20 ans, on a connu 19 ans, ou quasiment 19 ans de stabilité. On voit à peine la crise de 2008 qui avait quand même marqué les esprits à l'époque. Du côté du gaz, on retrouve vraiment le même type de courbe avec un pic, un premier pic fin 2021 et celui qu'on a connu cet été-là, qu'on voit bien sur le graphique. Les prix aujourd'hui sont redescendus dans une certaine valeur, mais qui restent encore 5 à 6 fois plus élevés que les 10 dernières années qu'on a connues. Donc pour faire un peu une analogie avec un autre produit, par exemple, du quotidien, si aujourd'hui vous voulez acheter une bière à 6 €, c'est comme si aujourd'hui vous la payez 50 €. Comme si vous voulez acheter un iPhone qui vaut 900 €, et ben aujourd'hui vous l'achetez 8 000 €. Donc effectivement, le prix de l'énergie aujourd'hui est extrêmement élevé. Et du fait de ces prix de l'énergie qui sont extrêmement élevés, effectivement, ça impacte nettement les contrats de fourniture d'énergie. Donc là, sur ce slide, on vous présente à gauche la répartition en volume et en prix d'une offre de fourniture. Donc à gauche, c'est avant la crise et à droite, c'est aujourd'hui. Donc il faut savoir que tous les consommateurs peuvent bénéficier pour une partie de leur volume de consommation d'un approvisionnement sur un dispositif qui est appelé l'Arenh et qui permet de bénéficier d'un prix nucléaire qui est régulé par l'État. Et donc ça, c'est la partie rouge que vous voyez sur les graphes. Donc classiquement, sur une offre entreprise standard, il y a 75% du volume qui peut être approvisionné sur ce dispositif Arenh et bénéficier d'un tarif qui est régulé par l'État et un tarif qui est très intéressant aujourd'hui. Donc avant la crise, ça représentait 75% en volume, mais 61% quand même sur la facture finale, parce que la part qui ne peut pas être approvisionnée sur ce dispositif, elle est approvisionnée sur les prix des marchés de gros, donc sur le marché de gros que je viens de vous présenter. Et donc avant crise, cette part qui était approvisionnée sur les marchés de gros donc représentait 25% en volume et 35% en prix final sur le contrat de fourniture. Aujourd'hui, l'impact de cette envolée des prix des marchés de gros fait que cette part qui en volume représente que 25%, représente plus de 80% aujourd'hui sur une offre de fourniture. Dans le même temps, il y a aussi la part de risque, les briques de risque qui ont fortement augmenté pour les fournisseurs, parce que historiquement, de manière standard, les fournisseurs portent un certain nombre de risques. Donc par exemple, le risque volume. Le risque volume, c'est un marché de l'électricité. Historiquement, c'est les fournisseurs qui portent le risque volume, c'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui vous alliez au restaurant, vous commandez une entrecôte, vous mangez que la moitié et vous payez que la moitié. Vous payez aujourd'hui dans vos factures d'énergie uniquement l'énergie que vous consommez. Et si finalement vous en mangez deux entrecôtes, et ben le fournisseur il doit
vite aller au coin de la rue, chez le boucher, acheter une autre entrecôte que vous n'aviez pas commandée, et il la paye au prix du jour de l'entrecôte. Donc ces risques-là, notamment, ces risques volumes, pèsent beaucoup plus lourd aujourd'hui sur les contrats et les offres de fourniture des fournisseurs. Dans ce contexte un peu fou, il y a pas mal, les fournisseurs ont dû se réinventer, ont dû revoir leur manière de pricer, essayer de pricer ces risques qui sont devenus énormes. Donc c'est pour cela que potentiellement il y a des fournisseurs qui ont arrêté de faire des offres ou qui ont en tout cas arrêté de faire des offres comme avant, où ils portaient l'ensemble des risques, notamment les risques volumes, les risques d'évolution des prix, etc. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, GEG a dû complètement revoir cette typologie d'offres et avec un partage des risques un peu plus équilibré, parfois avec le consommateur. Donc voilà, je laisserai mon collègue Jean-Sébastien vous présenter exactement l'impact des prix sur les contrats. Ok, ben c'est parfait. Et c'est dans ce contexte de prix extrêmement élevé et de tension notamment sur l'équilibre entre la production et la consommation que la sobriété joue un rôle très important. Donc l'État a évoqué un objectif de moins 10%, de réduction de 10% des consommations d'énergie dans les 2 prochaines années. L'enjeu de cette sobriété, il est important, et notamment à très court terme, pour l'hiver qui arrive, d'éviter les délestages et les coupures. Donc RTE a revu ses prévisions de tension sur les réseaux vendredi dernier, de mémoire. Et il a évoqué un mois de janvier-février très tendu sur les réseaux, donc avec des moyens de production qui ne seront peut-être pas à toutes les heures de la journée suffisants pour faire face à la demande de consommation. Donc voilà, c'est vraiment les enjeux de la sobriété, ils sont très importants. Et donc GEG, nous on accompagne évidemment sur le sujet tous nos clients, et nos clients entreprises notamment, avec de manière standard la communication de la météo du réseau qui est mise à disposition par RTE. Avec des conseils détaillés dans la sobriété, on a rédigé un livre blanc décliné par métier avec des conseils très pratiques pour nos clients. Et enfin, sur le sujet des financements des travaux d'efficacité énergétique, on accompagne évidemment nos clients et les bénéficiaires sur le sujet des C2E. Donc voilà, c'est important de ne pas oublier ces leviers de financement qui peuvent vous aider dans ces travaux et notamment d'avancer sur le sujet de la sobriété. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Sébastien. Oui, je vais me lever. Je préfère. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Sébastien Degouve, je suis le cofondateur et président d'Opéra Énergie. Donc, Opéra Énergie, on est une entreprise lyonnaise, mais active dans toute la France. Donc, on aide les entreprises et les collectivités à trouver le meilleur contrat de gaz et d'électricité. Donc, on compare, on fait des appels d'offres clés en main et on compare les offres des différents fournisseurs. Donc Opéra Énergie, c'est 123 collaborateurs, dont à peu près 90 à Lyon, donc, et le reste partout sur le territoire. Alors moi je vais vous parler là en 12 minutes, donc je m'excuse par avance, peut-être que je vais devoir aller un peu vite, mais je resterai là ensuite si vous avez des questions, sur les aides pour les entreprises face à la crise énergétique. Avant, on va commencer, vous l'avez compris, Lorraine l'a bien expliqué, on vit une crise énergétique majeure, sans doute égale à celle qu'avait au choc pétrolier des années 70, avec une prix du gaz et de l'électricité qui explose, et ça, le prix du gros explose, et aussi le prix pour les entreprises. Alors, c'est très difficile, vous entendrez partout des gens qui vont dire c'est x8, c'est x3, c'est x2. Ça dépend beaucoup des entreprises, ça dépend du prix du précédent contrat. Nous, chez Opéra Énergie, on a un index qui est l'Opéra Index qu'on suit chaque trimestre et qui permet, c'est une moyenne entre les différentes catégories d'entreprises. Hein. Donc, il y a là-dedans moyenne pondérée, mais les PME, les grands groupes, etc. Ce qu'on voit en gaz depuis un an, c'est que le prix du gaz pour les entreprises, quand on contractualise,
c'est plus 279%. Donc vous voyez que c'est considérable. Alors, en gaz, il faut dire qu'on est parti, entre guillemets, il y a 18 mois du meilleur des mondes, entre guillemets, hein, puisque c'était au moment du Covid, mais le prix avait été au plus bas depuis 10 ans. Donc à ce moment-là, effectivement, c'était le moment d'acheter. Et il y a encore il y a pas mal d'entreprises qui, à ce moment-là, se sont couverts pour 4 ans en prix fixe. Là, pour l'instant, la crise, elle ne la voit pas. Elle n'existe pas pour l'instant pour elle. Ce ne sera pas le cas en fin 2023, fin 2024, quand elles devront renégocier leur contrat. Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a des situations très diverses, un peu de chance aussi. Quand est-ce qu'on a fini, quand est-ce que son contrat arrive à échéance, etc. C'est vrai que là, les sociétés les plus pénalisées, c'est celles qui avaient un contrat dont l'échéance s'arrêtait fin 2022. Et là, qui ont dû négocier au pire des moments leur fourniture pour 2023. En électricité, c'est un peu plus faible, une hausse quand même de 155%. Hein, vous voyez, c'est considérable. Encore une fois, c'est une moyenne. Vous trouverez des entreprises où c'est x3, x4. Mais nous c'est une moyenne qu'on a pu constater sur le marché, en tout cas sur les offres remises par les fournisseurs. Donc, c'est considérable. Voilà, donc face à ça, vous imaginez que l'ensemble du tissu productif français et européen, parce que c'est une crise européenne, ça va être compliqué. Alors les pouvoirs publics ont réagi, et déjà ils ont réagi. Alors paradoxalement, en France, on a réagi avant la guerre en Ukraine, puisque le bouclier tarifaire pour les particuliers, il y avait déjà eu une hausse l'année dernière. Il a été lancé par Jean Castex en octobre 2021. Il faut savoir que en France, on est le pays, de très loin en Europe, qui protège le plus les particuliers, puisqu'on a décidé en gaz, on a dit, on bloque le tarif du gaz au 30 octobre 2021, alors qu'il aurait dû augmenter de façon considérable. Et en électricité, on a juste laissé le tarif réglementé monter de 4%, donc le tarif de la plupart des particuliers, le 1er février. Et on a tout bloqué. Si on regarde les autres pays européens, il y a eu des hausses parfois de 50, 70%. Maintenant, il y a quand même pas mal de plans dans d'autres pays, mais on a laissé monter, maintenant on stabilise. Alors qu'en France, on n'a jamais laissé monter pour les particuliers. Voilà. C'est un coût qui est très important, naturellement, mais qui était, en tout cas, qui a été jugé utile par le pouvoir politique. Pour les entreprises, et c'est ça que je vais parler, qu'est-ce qui existe? Alors, là, je vais vous mettre un panorama. Je vais rentrer dans chacune des aides un peu en détail, sachant que les aides pour 2022 ne seront pas les mêmes que pour 2023. En gaz, 2022 ou 2023, pour les entreprises, il n'y a pas d'aide. Enfin, il n'y en a qu'une, c'est l'aide appelée maintenant par le gouvernement Énergo. Donc c'est une aide pour les entreprises énergivores qui d'ailleurs s'applique en électricité également. Je vais vous montrer comment ça marche. En électricité, il y a plus d'aide. Hein. Il y a plus d'aide, et à commencer par le mécanisme dont a parlé Lorraine tout à l'heure, qui est l'Arenh, mais qui est un mécanisme qui était bien avant la crise, qui existe depuis 10 ans, qui est en fait faire bénéficier le consommateur français d'une part de nucléaire historique, donc pas cher, à 42 €. Et donc en fait, ne nous trompons pas, ça, l'aide Arenh, et pour le coup je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas nouveau, mais c'est la principale aide pour les entreprises en matière d'électricité. Puisqu'au fond, malgré la très hausse forte des prix, il y a quand même une grande part, entre 50 et 70% de l'électricité consommée par un client qui est à 42 €, même si les prix sont à 400, 800, etc. de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme qui a le plus d'impact aujourd'hui dans les prix. S'il n'y avait pas l'Arenh, il faudrait quasiment doubler les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. La baisse de la CSPE, je vais y revenir, l'aide d'Energo, et puis voilà. Ça, c'était pour 2022. Et pour 2023, on va voir que le projet de loi de finances a prévu un nouveau dispositif, et notamment un amortisseur PME. Assez complexe, donc je vais essayer de vous expliquer la substantifique moelle. Si on regarde, et je vais commencer par là, cette aide Énergo. Donc c'est une aide guichet, qu'on appelle guichet aussi, parce que c'est une aide ex post. On va demander le remboursement de certains surcoûts d'électricité et de gaz. Là, c'est d'actualité, puisque le week-end dernier, le gouvernement a annoncé une modification de cette aide. Alors,
Donc, jusqu'à maintenant, cette aide, elle existait depuis mars pour les consommations de 2022, mais il y avait des critères très complexes. En fait, à l'arrivée, très peu d'entreprises en avaient bénéficié. Et là, à compter des consommations de septembre 2022, ça va être considérablement facilité. Et nous, on le voit auprès de nos clients, il y en a bien plus qu'auparavant qui peuvent en bénéficier. Donc ça vaut le coup, si vous avez une entreprise, de regarder parce que vous aurez, il y a quand même bien plus de chances d'y avoir droit. Alors, les critères, et je suis désolé, ça va être un peu technique, bon, il faut être une entreprise, je ne rentre pas dans au moins un salarié, ça concerne tous les secteurs, sauf les administrations, tout ce qui est logement social HLM, et les copropriétés, et puis la banque et la production d'élec et de chaleur. Auparavant, et ça le critère, auparavant, il fallait que pour en bénéficier, il y avait 3 critères. Il fallait que vos dépenses d'énergie soient supérieures à 3% de votre CA. Le prix unitaire devait avoir doublé depuis 2021. Et le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, devait être en baisse. Ces 3 critères faisaient qu'au fond, peu de monde pouvait bénéficier de l'aide. À partir de vos consommations de septembre 2022, on va comparer déjà, on va plus comparer votre prix, on va comparer vos dépenses 2022 par rapport à votre CA 2021 pour apprécier le seuil de 3%. Et donc, c'est quand même, vous avez plus de chances que ça ait monté pour se passer ce seuil. Ensuite, avant, il fallait que le prix est doublé maintenant et le prix unitaire doit être 50% supérieur au prix moyen 2021. Nous, ce qu'on peut constater chez nos clients, c'est qu'en gros, tous les clients qui ont signé, à part, 4 minutes, qui ont signé rapidement, qui ont signé un contrat en 2022, en général, y ont droit. Et puis, il n'y a plus de critères de BE. Voilà, je vais aller vite. L'aide a également été améliorée. Donc, avant, le gouvernement, l'aide était 30% de la différence entre le prix payé et le double du prix de 2021. Ça a été amélioré, voilà, le plafond a été monté. Bref, le message, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Si vous avez une entreprise, que vous avez des prix qui ont monté au cours de l'année 2022, allez voir, à mon avis, vous avez une chance d'avoir un remboursement. Le gouvernement a promis que ça serait payé en 10 jours. Alors, il y a un dossier à faire sur impôt.gouv.fr, mais allez-y, ça vaut le coup. Je continue. Vous avez aussi, comme autre aide, il y a eu la baisse de la principale taxe électricité, la baisse de la CSPE, donc qui est la principale taxe en électricité. C'est 2022-2023. Ça, et donc, ça, vous n'avez rien à faire. C'était une taxe qui était à 22,5, maintenant on est passé à 0,5. Regardez quand même, moi je vois autour de moi, pour les industriels, il était possible les années précédentes de bénéficier d'exonération et de baisse du taux réduit. Regardez, il est encore le temps de l'obtenir de façon rétroactive. Maintenant, j'en ai fini pour 2022, je vais vous parler de 2023. Ce que je veux vous dire là, c'est encore des choses qui sont à l'état d'amendement dans le projet de loi de finances. Mais on peut raisonnablement penser, ça a été annoncé avec beaucoup de bruit par les ministres, que ça va perdurer. Le principe, c'est qu'on va élargir les boucliers tarifaires. Alors, maintenant, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est qu'on va distinguer entre les différentes sociétés. Pour les TPE, en gaz, toujours pas de bouclier tarifaire. En revanche, en électricité, pour les petits sites, on va compter. Non seulement les sites qui étaient en tarif réglementé étaient déjà protégés, mais même là, maintenant, ceux qui sont en offre de marché vont pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, donc d'une aide. Vous n'aurez rien à faire, l'aide sera dans la facture du fournisseur. Pour les PME, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle l'amortisseur PME. Alors, l'amortisseur PME, c'est une aide qui, pareil, vous n'aurez rien à faire, qui sera inclus dans votre facture du fournisseur et qui va pouvoir faire baisser votre facture, votre part énergie de la facture de 15 à 25%. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement et nous, c'est ce qu'on a pu vérifier en faisant les calculs d'après les amendements. Je vais rentrer rapidement, il me reste 1 minute, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Sachez que c'est épouvantablement complexe. Je vous le dis tout de suite. Mais vous n'aurez pas à le calculer. Nous, nos clients nous demandent de vous le calculer. C'est 50% de
la part marché au-delà de l'arène, il faut faire une formule et l'aide, c'est le prix de marché moins 325. Je ne rentre pas là-dedans. Sachez que c'est épouvantablement complexe et que c'est votre fournisseur qui le calculera. Voilà. Comptez que c'est à peu près entre 15 et 25% de la part énergie. Voilà. C'est un amortisseur. Le nom est bien trouvé. Ça ne viendra pas diminuer toute votre hausse, mais ça viendra réduire une partie, 15% de votre facture. Voilà, donc vous l'avez compris, ça peut encore bouger, hein, les fédérations professionnelles font le forcing pour obtenir plus. Il n'y a plus d'argent, hein, il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte pour les entreprises comme il y a pour les particuliers. C'est plutôt inquiétant pour l'économie française parce que beaucoup de secteurs d'activité vont être impactés. Voilà. Mais ceci étant, pensez, si vous êtes concerné, à essayer de regarder ces aides. Ça vaut le coup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moins de questions là-dessus. Merci. Merci Jean-Sébastien d'avoir tenu le timing parfait. Nous allons maintenant passer sur le volet solutions avec Stéphanie Mousset de la CPME et Adrien Marciano de Coretech. Bonjour, merci. Donc Stéphanie Mousset, effectivement, pour la CPME. Donc juste vous rappeler rapidement ce qu'est la CPME. Donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est la première organisation patronale de France qui a 3 principales missions. Donc défendre et représenter les dirigeants d'entreprise, les accompagner et les informer, et puis leur permettre de se rassembler et de se connaître et de pouvoir travailler ensemble. Et donc dans le volet accompagnement, je suis en charge moi du projet qui s'appelle Éco-Performance PME, qui a justement pour objectif d'accompagner les entreprises dans la transition écologique, et écologique, pas seulement énergétique, même si effectivement c'est le thème prégnant depuis quelques mois. Donc en rencontrant les entreprises individuellement pour étudier quels peuvent être leurs besoins en matière de transition écologique et pouvoir ensuite les orienter vers les bons dispositifs. Et dans les dispositifs, on va le voir, il y a des prestations ou des accompagnements financiers. Alors les premiers éléments, les premiers dispositifs dont je voulais vous parler, on parlait tout à l'heure effectivement du coût de l'énergie. Une façon aussi de faire diminuer la facture, c'est de diminuer ses consommations. La meilleure énergie, comme on dit souvent, hein, c'est à la fois la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a pas mal de solutions qui vous sont proposées pour vous aider à consommer moins. Et pour consommer moins, la première étape, c'est de savoir où on en est, combien on consomme et quels sont les postes les plus consommateurs. Et pour avoir une idée plus précise, on peut savoir au global combien on consomme en observant ses factures, mais pour avoir une idée plus fine et plus précise et voir quelles sont les sources d'économie, justement, d'énergie, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Un des premiers dont je voulais vous parler, c'est le Diag Ecoflux, qui a donc pour objectif d'analyser vos consommations à la fois en énergie, mais aussi en matières premières, en eau et en déchets. Le but, c'est une fois qu'on a identifié les différents postes de consommation, c'est bien sûr de pouvoir vous proposer un plan d'action pour pouvoir réduire ces consommations. Et dans le plan d'action, il y a à la fois des actions qui peuvent être très rapides à mettre en œuvre, très simples et pas toujours très coûteuses, et qui peuvent aussi obtenir des résultats très rapides. Et puis il y aura aussi des actions un peu plus lourdes à mettre en place, avec des temps de retour plus longs et éventuellement des investissements plus importants. Mais il y a vraiment tout ça. Donc ça peut être aussi des choses très simples. Ce dispositif, il est cofinancé par l'ADEME. Alors financé à 100% pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et à ce moment-là, il est réalisé par les conseillers environnement des chambres consulaires. Et pour les entreprises de plus de 20 salariés, c'est un financement à 50%, donc avec un reste à charge d'environ 2 000 euros, de 2 à 3 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Et ce sont des consultants qui ont été préalablement identifiés par BPI qui réalisent ce Diag Ecoflux. Donc c'est vraiment une première étape pour construire ou poursuivre sa démarche de réduction de consommation qui est très intéressante et très utile, et qui en plus n'est pas très coûteuse. Pour se focaliser sur le sujet énergie, les chambres consulaires vous proposent aussi une prestation qui s'appelle la visite énergie,
J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, je crois que là tout est clair. On se focalise sur le flux énergie et la démarche est la même. C'est mesurer, identifier les pistes de consommation, les postes de consommation, pardon, pour identifier les pistes de réduction de consommation. Donc sur le même schéma, on analyse et on vous propose un plan d'action derrière et on vous aide pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Et puis si on veut attaquer, j'allais dire, le sujet sous l'angle de la décarbonation, on peut aussi réaliser un bilan carbone. Et là aussi, il y a un dispositif qui est cofinancé par l'ADEME qui vous permet de réaliser un bilan carbone à moindre coût via le dispositif qui s'appelle Décarbone Action, mais qui est un vrai bilan carbone qui est réalisé. Ce dispositif, il est piloté aussi par BPI. Et là aussi, l'objectif, c'est de mesurer effectivement vos émissions de gaz à effet de serre, poste par poste, pour vous permettre d'identifier aussi les sources de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, c'est un dispositif qui est cofinancé avec un reste à charge, je crois, de 4 000 €. Et puis, il y a différentes aides financières. Donc, une fois qu'on a mesuré, qu'on a établi un plan d'action, il y a différentes aides financières qui sont en place pour vous aider à financer vos investissements. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Et puis là, on est aussi un peu en phase de transition, on va dire, puisqu'il y avait pas mal de dispositifs qui ont été créés dans le cadre de France Relance et donc qui vont s'arrêter en 2022. Alors, certains vont s'arrêter, certains se poursuivront, mais on n'a encore pas toute la visibilité. En tout cas, pour vous présenter quelques-unes de ces offres, le dispositif Tremplin pour la transition écologique des PME, qui est toujours en place au moins jusqu'à fin décembre 2022, qui vous permet d'obtenir des subventions sur différents sujets, alors sur les réductions d'énergie, mais pas seulement, hein, on a aussi un volet économie circulaire, il y a encore beaucoup de sujets qui sont accessibles et finançables via le dispositif Tremplin. Celui-ci entre autres, mais il a la particularité d'être très simple et très rapide à solliciter. Il n'y a pas un dossier de 50 pages à constituer, il y a un tableur Excel à remplir et des devis à fournir. Donc c'est assez rapide. Vous avez encore le temps jusqu'au 31 décembre de solliciter ce dispositif. Toujours également le fonds tourisme durable, alors là effectivement à destination plus spécifiquement des hébergeurs et des restaurateurs, un peu sur le modèle de Tremplin, des subventions qui peuvent être obtenues aussi sur beaucoup de sujets, y compris des actions très concrètes et avec des montants de subventions qui peuvent être très importants par rapport aux investissements. Le fonds chaleur également qui est disponible et qui vous permet là d'obtenir des aides financières pour des opérations par exemple de récupération de chaleur ou de production de chaleur via les énergies renouvelables. Donc là c'est un dispositif qui est toujours accessible également hein, pour pouvoir travailler principalement sur les énergies renouvelables. Et puis un nouveau dispositif qui vient d'être lancé, qui a été annoncé la semaine dernière dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire, qui ne s'adresse pas, comme son nom l'indique, uniquement aux entreprises qui ont des activités tertiaires, mais aux entreprises qui ont des bâtiments à usage tertiaire. C'est important de préciser parce qu'on peut être industriel et être assujetti au décret tertiaire. Ce décret qui vise à inciter les entreprises à réaliser de fortes économies, fortes réductions de consommation d'énergie dans les bâtiments. Donc pour vous accompagner dans ces opérations de réduction de consommation, il y a le dispositif donc Booster Éco-Énergie tertiaire qui permet d'accompagner à la fois les entreprises assujetties au décret tertiaire, mais aussi celles qui ne le sont pas, mais qui souhaitent s'engager quand même dans des actions de réduction de consommation d'énergie. Tous ces dispositifs sont disponibles sur le site de l'ADEME qui s'appelle Agir pour la transition, que j'ai indiqué sur la slide précédente. Et puis deux autres aides, types d'aides financières. Lorraine a évoqué tout à l'heure les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont c'est un dispositif donc qui oblige les producteurs d'énergie à accompagner le financement d'actions de réduction de consommation d'énergie. Donc c'est un dispositif qui est toujours accessible, hein, qui vous permet, que vous soyez industriel ou plutôt tertiaire, d'obtenir là aussi des aides et des financements pour vos investissements. Et puis également deux dispositifs par l'intermédiaire de BPI, donc des prêts, à la fois le prêt vert et le prêt économie d'énergie. Là aussi, tout est dans l'intitulé sur l'objectif en tout cas de ces financements.
Voilà, ce sont quelques-unes des aides qui peuvent vous aider dans la réalisation et dans le financement de vos démarches d'économie d'énergie. Et je vais laisser la parole à Adrien qui va vous présenter des exemples concrets de démarches qui ont été mises en place dans des entreprises. Bonjour à tous, donc Adrien Marciano. Moi je suis directeur des opérations chez Coretech. Et je vais vous présenter quelques exemples de projets de récupération de chaleur fatale sur des sites industriels. Donc rapidement présenter Coretech, ensuite un petit peu la méthodologie que nous on applique pour mettre en place des solutions de récupération de chaleur fatale. Et ensuite des exemples. Donc la chaleur fatale, c'est la chaleur qui reste une fois qu'on a utilisé l'énergie pour le procédé. On a de la chaleur fatale, donc typiquement des fumées qui sortent d'un four, elles sont encore de l'énergie, puisqu'elles sont souvent à différents niveaux de température, et c'est ça qu'on appelle la chaleur fatale. Il y a 4 exemples de projets, il y a 3 réalisations, et puis un exemple qui est plutôt lié au stade d'étude. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère la chaleur fatale et puis on va la valoriser sur le site même. Il y a un exemple où on est sur une valorisation interne, mais avec un système de relève de température, donc avec une pompe à chaleur, j'y reviendrai après. On a une valorisation directe, mais en externe. Donc là, c'est parce qu'en fait, l'industriel valorise la chaleur auprès d'un réseau de chaleur, d'un réseau de chauffage urbain. Donc c'est pas valorisé à l'intérieur du site, mais auprès d'un tiers. Et puis une solution en valorisation multiple, à la fois du direct interne, du direct externe, et puis de la conversion en électricité, puisque la chaleur peut être convertie en électricité, et c'est aussi une voie de valorisation. Donc Coretech, on est une entreprise d'à peu près 45 salariés. On est spécialisé dans les utilités industrielles et la performance énergétique. On existe depuis plus de 20 ans. On est une société coopérative et on réalise à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. On intervient principalement, alors on ne voit pas très bien, mais sur la chaleur procédée, donc tout ce qui est chaufferie, vapeur, eau surchauffée, fluide thermique, sur les installations de refroidissement. On a une compétence sur ce qui est lié à la combustion et au rejet, et sur la récupération de chaleur fatale et valorisation éventuellement en électricité. Et on a la volonté d'être un acteur majeur pour aider à la transition énergétique et en particulier à la décarbonation au travers de différentes technologies. Nous, on n'est pas lié à un fabricant de matériel ou à un énergéticien. Donc, en tant que société indépendante, on est intéressé par les différents types de technologies tant qu'elles ont du sens techniquement, économiquement, je dirais. Voilà, donc en termes de méthodologie, ce qu'on propose, nous, c'est le constat qu'on fait déjà, c'est qu'il y a des solutions techniques qui existent. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des financements qui sont disponibles. Donc, il faut essayer de les utiliser, de faire coïncider les deux pour aider les industriels à maîtriser leurs factures, sachant qu'en ce moment, avec l'explosion des coûts, il y a un côté intéressant, c'est que les temps de retour sur investissement, ils sont vraiment très courts, mais par contre, il y a une difficulté, c'est que ça mobilise beaucoup de finances, d'argent, et donc du coup, après, les industriels, il faut qu'ils puissent quand même continuer leur activité. Donc voilà. Donc en termes de... Après, nous, la conviction qu'on a chez Coretech, c'est que c'est pas une solution qui va permettre de résoudre le problème, il y a une multitude de solutions. Et donc, on ne peut pas déployer une solution pour un type de site, et que c'est important de faire un plan d'action déployé et qu'il y a possibilité de plusieurs solutions. Donc là, on ne voit pas très bien, mais les solutions, nous, comme exemple qu'on voit, il y a la biomasse, le biogaz, l'électrification, la récupération de chaleur fatale, la valorisation éventuellement de flux process. Enfin voilà, c'est un panel qui est assez large. Et en fonction du site et de ses contraintes et de ses caractéristiques, on peut déployer telle ou telle solution. Donc en termes de démarche, on fait quelque chose. La première étape, grosso modo, c'est de pouvoir proposer une étude de faisabilité, une étude d'opportunité sur les sites, donc au travers d'une prestation rémunérée, qui va nous permettre finalement de voir les enjeux, les faisabilités techniques des projets, de définir des coûts d'investissement pour mettre en œuvre ces solutions, des coûts d'exploitation après sur les solutions mises en œuvre.
des aspects aussi de planning, de déploiement, des aspects très concrets aussi de comment on vient intervenir sur l'installation qui est en fonctionnement, à quel moment on met en place les choses en fonction des arrêts des sites. Et donc au terme de cette étude de faisabilité, le client il a les éléments pour décider s'il veut aller plus loin ou pas. Et derrière ça, s'il veut aller plus loin, on peut ensuite proposer de réaliser la solution, de la mettre en œuvre dans un schéma clé en main, puisque c'est notre métier principal et de base, le clé en main. Donc ensuite, une fois que c'est validé au travers de demandes d'aide, puisque effectivement ce type de solution mise en œuvre, elle donne droit à des aides pour les industriels. Donc au terme de l'étude de faisabilité, on intègre aussi, on fait l'évaluation des aides. Des fois on se fait aider un peu parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont compliqués, qui sont très mouvants en ce moment suite à France Relance, France 2030. Donc faut bien se tenir au courant de ces problématiques-là. Bref, et ensuite, une fois que les demandes d'aide ont été faites, que le projet est validé, on peut le déployer, procéder à la construction des projets, la réalisation sur site, la mise en service. Et puis l'étape de validation des performances, parce que ces solutions-là, elles se financent au travers des économies d'énergie qu'elles vont générer. Et donc, nous, quand on propose des solutions pour lesquelles on a fait des études au préalable, ça nous permet de proposer des solutions avec engagement de performance. Donc on définit contractuellement avec les industriels quels sont les points qu'on va vérifier, comment on le vérifie, quels sont les moyens pour le vérifier, toutes les conditions pour faire quelque chose de plus transparent possible. Et donc, effectivement, pour qu'à la fin de la mise en service de l'installation, on puisse vérifier les performances. Et si les performances ne sont pas au rendez-vous, de trouver les moyens pour améliorer la solution, les réglages, voilà, des choses comme ça peut arriver parfois, pour ensuite que l'industriel en exploitation, lui, il puisse exploiter sa solution avec les économies attendues. Donc, je vais vous présenter la première référence. Donc, c'est chez un verrier, c'est OCV, c'est un site à Chambéry. Alors là, je vais peut-être me lever un peu. Alors, on ne voit pas très bien, mais bon, grosso modo, la solution, ça consistait à mettre en place un récupérateur qui allait produire de l'eau chaude sous pression, de l'eau surchauffée, à peu près à 160 degrés. Et cette eau, elle est chauffée par des fumées des fours de fusion. 2 fours de fusion sur le site où ils fabriquent du verre, ils font de la fibre de verre exactement. Et donc le but était de mettre en place un récupérateur qui est réchauffé par le flux de fumée de 2 fours de fusion. Et ensuite cette eau surchauffée, elle est utilisée sur des séchoirs qui consommaient principalement du gaz, donc ils réchauffaient de l'air en brûlant du gaz naturel. Et ils envoyaient cet air chaud sur la fibre de verre à une certaine étape. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir donc récupérer la chaleur et préchauffer l'air sur les séchoirs pour limiter la consommation de gaz et faire cette étape du process de fabrication. Donc, alors on voit pas très bien, mais bon, grosso modo, sur la maquette, je sais pas si on arrive à... Non, ça marche pas. Bon. Disons que voilà, vu qu'on est sur des usines existantes, souvent il y a des problématiques de mise en œuvre qui sont assez complexes. On n'a pas forcément beaucoup de place, donc il y a tout un aspect de gestion de projet qui est assez important. Typiquement un verrier, ça s'arrête pas. Quand ça tourne pendant 5-6 ans, voire plus en fonction des durées de vie des fours. Par contre, les systèmes de traitement de fumée, eux, ils peuvent être interrompus. Donc c'est typiquement une opération qu'on a pu mener sur une bonne partie sur un délai relativement long. Mais après, quand il a fallu intervenir sur les gaines de fumée pour mettre en place le récupérateur, dans un espace contraint, on avait quelques jours d'arrêt. Donc voilà, c'est un équipement qui faisait à peu près 9 tonnes pour donner un peu des ordres de poids. Donc en termes de réalisation, c'est un projet qu'on a initié début 2020, où on a fait l'étude de faisabilité. Au terme de l'étude de faisabilité, le client a pu valider l'opération par rapport au budget qu'on avait annoncé, les économies attendues à peu près à juin 2020. Par contre, on était dans un cas où l'étude de faisabilité, on l'avait fait sans données complètement consolidées, à partir d'un certain nombre de données de fonctionnement du client, récupérées par ailleurs aussi des données sur leur suivi de rejet qui doivent auprès de l'administration. Et donc, on a souhaité qu'une campagne de mesures complémentaires soit faite, menée pour bien préciser les termes sur lesquels on s'engageait en termes de puissance, quels sont les débits, les températures sur lesquels on pouvait s'appuyer pour ensuite nous donner notre engagement de performance finalement.
Et donc ensuite, après, le projet s'est contractualisé sur la fin de l'année 2021. C'est un projet qui a été financé au travers à la fois des C2E, des C2E spécifiques. C'est Engie qui a porté le projet. Nous, on est intervenu pour leur compte. Donc eux, au travers des C2E spécifiques, ils ont financé une partie du projet. Et le client final a aussi bénéficié de l'ASP, qui était un des guichets pendant France Relance sur les économies d'énergie. Et après, c'est une opération qu'on a réalisée sur l'année 2021 avec une mise en exploitation sur novembre 2021 et une validation des performances tout début 2022 et des travaux complémentaires qui ont été faits ensuite pour optimiser un peu le projet. Grosso modo, pour donner un peu quelques chiffres, c'est à peu près 13,5 gigawattheures par an que le projet on envisageait que ça économisait. Ça, de plus d'un an d'installation en service, on a quelque chose de fiable et qui n'est pas perturbé. C'est toujours le gros enjeu chez les industriels, c'est que quand on met en place un système de récupération d'énergie, la crainte qu'il y a, c'est est-ce que ça va pas me perturber mon process et je pars des problèmes ensuite sur ma fabrication. Moi, je veux quand même que ma ligne de production elle continue de fonctionner comme elle fonctionne avant. Donc ça a été le cas. Il y a eu même quelques bénéfices induits qui n'étaient pas forcément attendus sur le de fibre de verre au choix, vu qu'on consomme moins de gaz, il s'est trouvé que sur certains cas, c'était préférable. Après, au niveau des performances, on est à peu près 20% de l'attendu, ce qui s'explique principalement par des débits de fumée plus faibles en fonctionnement par rapport à ce qu'on avait mesuré au moment où on devait le mesurer. Et puis, il y a eu aussi des chutes de température derrière la récupération qu'on avait mal estimées. On a retravaillé dessus, mais bon, au final, on a un peu moins d'énergie qu'envisagé. Par contre, en termes de ce projet, il a été signé, comme je disais, fin 2020, avec des coûts gaz qui étaient extrêmement encore bas. Donc c'est vrai qu'en termes de temps de retour sur investissement, finalement, le projet est quand même vraiment une réussite. Pour présenter une autre référence chez Galderma, donc là c'est un industriel de la cosmétique et c'est un projet qui date de 2013, donc qui est assez ancien. Et c'était un site qui avait déjà à l'époque la volonté de vraiment décarboner, ce qui n'était pas du tout quelque chose de courant à l'époque, en 2013. Donc voilà. Et il avait identifié que la pompe à chaleur haute température, ça pouvait être une possibilité pour valoriser la chaleur sur son site. Donc en termes de solutions, grosso modo, on vient récupérer sur pas mal d'endroits. Il y avait des groupes froids sur lesquels on venait récupérer de la chaleur. Il y avait sur les fumées de chaudière eau chaude et vapeur où on venait récupérer la chaleur et on faisait une boucle basse température aux alentours de 30-40 degrés. Et avec une pompe à chaleur haute température, on permettait de créer une boucle à peu près 80-90 degrés. Enfin 80 degrés. C'était une pompe à chaleur de 500 kW. Alors en 2013, une pompe à chaleur qui faisait du 85 degrés et 500 kW, elle était, c'était pas un prototype non plus, mais disons que c'était quand même partie les premiers équipements quand même. Donc voilà, et il y a eu un volume énergétique valorisé de 1,9 gigawattheures. Et un temps de retour sur investissement de 7 ans, on était sur des coûts énergétiques à l'époque, ce qui a été évoqué, 35 € pour le gaz au prix du mégawattheure, 60 € pour l'électricité. Un temps de retour avec aussi des C2E dans le cadre de ce projet qui était sur un temps de retour sur 7 ans, donc c'était vraiment là une volonté forte de l'industriel, c'était pas les industriels classiques de s'autoriser un temps de retour sur 7 ans avec les aides, quoi. Et ensuite, je vais vous présenter la référence Ugitech. Donc, Ugitech, c'est un sidérurgiste qui fait des produits longs, donc du inox, de la bobine d'inox. Et donc là, c'est un projet où on est en valorisation externe, comme j'expliquais. Donc, c'est de la chaleur fatale qui est perdue au niveau de four de traitement thermique et qui sert à alimenter le réseau de la ville d'Ugine, puisque est à Ugine et que c'est une entreprise majeure de la ville d'Ugine. Donc le projet, il consiste en fait à mettre en place un peu la façon de CV que j'ai présenté tout à l'heure, des récupérateurs aussi sur des fumées de ces fours de traitement thermique. On a des fumées un peu plus chaudes qu'à OCV, on a des fumées qui sont aux alentours de 500 degrés et la différence principale techniquement, c'est qu'au lieu que ça soit de l'eau chaude sous pression à plus de 160 degrés, là c'est de l'eau chaude traditionnelle aux alentours de 200 degrés, donc c'est pas les mêmes contraintes en termes d'exploitation. Et après, donc on a les îlots de four, deux cheminées, parce qu'il y a 2 îlots avec plusieurs fours, et la chaleur récupérée ensuite est envoyée à une sous-station d'export qui est elle connectée au réseau de chauffage.
Donc cette sous-station est un producteur au même titre que la chaufferie principale du réseau de chaleur du GITEC, d'Ugine, pardon, la ville d'Ugine, où il y a une chaufferie bois et une chaudière et des chaudières gaz. Et donc le but du projet finalement c'était d'effacer le gaz. Actuellement, on avait grosso modo un taux de couverture de 75% en biomasse et 23% en gaz. Et là, l'idée, c'est qu'avec ce système, on puisse réduire la part du gaz vraiment à une quantité très faible et valoriser la chaleur, effacer le gaz par la récupération de chaleur. Donc voilà. Et ça, c'est un peu le déroulé du projet. Donc ça a été sur un projet sur un temps plus long, parce que déjà, ça fait part du fait qu'ils ont d'abord développé, la ville d'Ugine, donc a mis en place son réseau de chaleur. Donc ça s'est fait entre aux alentours de 2016-2017, c'est rentré en exploitation. Nous, on a été sollicité par Ugitech au départ pour mettre en place, faire ces études préliminaires de faisabilité. Donc ça s'est déroulé entre 2017 et 2018. Et après 2018, il y a eu des mouvements chez Ugitech, il y a eu rachat de l'entreprise, donc ça a mis un peu en stand-by le projet. Et le projet ensuite a été transféré à la ville. Et donc là, ça c'est un projet qui a été financé par le Fonds Chaleur. La ville a touché du Fonds Chaleur pour l'extension du réseau, parce que le réseau de chaleur n'allait pas jusqu'au niveau de l'usine. Donc pour la sous-station d'export, il fallait créer une petite extension de réseau d'à peu près, je crois, un peu moins d'1 kilomètre. Et après, l'installation en elle-même, les récupérateurs, toute l'installation technique, a été aussi financée par le Fonds Chaleur. Voilà. Et un projet qui a été réalisé un peu dans le même timing qu'OCV. On a contractualisé sur 2020 et mis en service l'installation sur 2021. Là aussi, on a eu une année de fonctionnement, un projet d'à peu près 1,7 million d'euros en tenant compte l'extension réseau, et un contrat d'engagement entre la ville et Ugitech avec des clauses de sortie sur 30 ans, avec de la chaleur cédée gratuitement par Ugitech auprès du réseau de chaleur. Et en face de ça, le réseau qui autorisait Ugitech à avoir un tarif préférentiel sur le réseau de chauffage urbain, puisqu'ils ont converti quelques consommateurs tertiaires comme quelques bureaux, quelques bâtiments où ils étaient avec des petites chaudières eau chaude, et donc du coup ils se sont raccordés au chauffage urbain. Voilà ce que je pouvais vous présenter comme 3 typologies principales de projets qu'on a réalisés ces dernières années sur la région. J'allais compter à Jean-Sébastien à la présentation qu'il a faite sur les mécanismes d'aide. Est-ce que devront se manifester d'aide? Le fournisseur ne sait pas, a priori, si le site qu'il alimente correspond à une entreprise dont le chiffre d'affaires respecte tel critère ou tel nombre de salariés. Ça, c'est juste une précision. Et puis peut-être la petite question, les échanges que Opéra Énergie a pu avoir avec un certain nombre de fournisseurs, est-ce que vous êtes confiant sur le fait que la plupart des fournisseurs seront en mesure d'appliquer cet amortisseur dès début 2023, en ayant atteint toutes les contraintes ici que ça peut Alors sur la première question, effectivement, vous avez compris que les aides, elles vont dépendre notamment de la taille et de la taille de l'entreprise. Hein. En gros, les PME, les TPE et PME vont être aidés, et en revanche, les ETI et les grandes entreprises, certainement moins, en tout cas un petit peu moins. Ça dépend des aides, etc. Donc je ne reviens pas dans le détail. Donc effectivement, il y aura. Alors les textes sont pas encore sortis, mais donc on n'a pas encore les décrets. La loi est pas sortie, donc on n'a pas encore les décrets. Donc forcément, il faudra la responsabilité de dire je suis une TPE, je suis une PME, etc. Ce sera à l'entreprise de le dire, et le fournisseur, on ne peut pas lui demander de s'engager pour dire un tel est une PME, un tel une TPE. Les critères, hein, TPE, PME, TPE, c'est moins de 10 salariés, 2 millions, et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. PME, c'est donc de 10 à 250 et de 2 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. ETI, c'est au-delà. J'ai pas en tête ETI et grandes entreprises, mais de toute façon, a priori, les ETI devraient être traités comme les grandes entreprises, même si j'ai compris que c'était encore un débat qui a lieu entre l'État et l'Union européenne. Effectivement, l'amortisseur PME,
ça va être un bazar à mettre en place. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place le 1er janvier, alors que le texte définitif sortira à la projet de loi de finances. En général, chaque année, ça sort le 27 ou entre le 27 et le 30 décembre. Donc, forcément, on aura le texte avant, mais le vote final, en général, c'est à peu près à ce moment-là la publication, c'est à peu prprès à ce moment-là que ça sort. Donc oui, ça va être un peu complexe à mettre en œuvre pour les fournisseurs. Alors, est-ce qu'ils ont le choix? Non, parce que eux-mêmes vont recevoir de l'argent, ils vont devoir le restituer aux clients, et ça sera contrôlé, ça. En revanche, à ce stade, je ne peux pas dire concrètement que dès le premier mois, dans la première facture, ça sera fait parce que, c'est pas par manque de volonté, mais effectivement, certains gros fournisseurs, quand vous avez un système, ça sera un peu compliqué à calculer, il faut le faire valider, bref. Donc oui, il y aura des modalités différentes par fournisseur et certainement un peu de retard à l'allumage, mais à l'arrivée, moi je crois par contre que les aides seront distribuées, et ça sera contrôlé, ça. Je ne sais pas si ça marche, oui. Alors, la crise va durer au moins 2 ans, a priori. L'année prochaine, 2023, ça sera encore une année très compliquée. Aujourd'hui, les perspectives pour 24-25 sont un peu meilleures, mais au jour d'aujourd'hui, il peut encore se passer beaucoup de choses, notamment sur le contexte géopolitique, qui peuvent influencer les années futures. Il y a un élément qui permet de dire que potentiellement, en tout cas, il y a des choses qui vont être faites sur les marchés de l'énergie. C'est que l'Europe est en train de réfléchir à un nouveau market design sur notamment le marché de l'électricité pour réfléchir à comment on construit le prix des marchés de gros et de faire que le gaz impacte moins, en tout cas, les prix des marchés de l'électricité. Donc, je ne sais pas si ça répond en partie. Peut-être tu veux compléter. Non, mais effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'en gaz, cette année, il ne faut pas oublier qu'on a... en gaz, on aura le gaz cet hiver. Le gaz sert à chauffer, on en a besoin l'hiver. On a rempli les stockages, ils sont pleins. Il n'y a pas de problème, si on a un automne chaud. En revanche, cette année, on les a quand même remplis en grande partie avec du gaz russe encore. Parce que Nord Stream 1, qui est le plus gros pipe, il a été coupé en septembre. Avant d'être saboté, les Russes l'ont coupé en septembre. Et donc, du coup, cette année, on a rempli quand même nos stockages avec du gaz russe en grande partie. L'année prochaine, ce ne sera pas le cas. Alors, attention, l'Europe a su réagir quand même, puisque certes, on paye le gaz plus cher, mais on a su remplir le business du GNL, enfin les bateaux qui arrivent, il y en a plein, on construit des terminaux méthaniers, etc. Voilà, donc, c'est vrai que l'hiver prochain, on a des craintes vraiment sur la Progaz encore. Après, moi, je dirais que ça devrait quand même se calmer. J'espère que déjà la situation géopolitique se calmera. Et puis, après, du gaz, il y en a partout dans le monde. Enfin, pas partout. Peut-être pas partout, mais il y en a. Du gaz, c'est pas seulement. Donc, une fois qu'on a des infrastructures pour remplacer le gaz russe, ça prendra du temps, quelques années. Mais il y en a plein. Et à mon avis, avec une baisse de la consommation du gaz de façon générale, parce qu'on veut décarboner le monde, moi, je crois qu'on reverra du prix du gaz. Mais pas avant quelques années. Sur l'électricité, un indicateur à suivre, pas un seul, mais le principal, la disponibilité du parc nucléaire d'EDF. Si on reste dans des années sombres comme on l'est aujourd'hui, l'électricité restera chère. Si en revanche, il y a ce que beaucoup de gens appellent de leur vœu, cette remontada, donc cette remontée de la disponibilité du nucléaire, là c'était à 280, l'année prochaine, EDF parle entre 300 et 330. Si on revient à 400 TWh, comme c'était en 2015, le prix redescendra fortement. Mais il y a du boulot. Et donc on peut dire que on revient revoir les prix, on va dire de 2020, de début 2021, quelques années. Voilà. Sauf la seule chose qui pourrait faire baisser drastiquement économique catastrophique, où là, s'il n'y a plus de demande, les prix baissent. Mais je crois pas que c'est ce qu'il faut espérer. Question par rapport à Corée. Est-ce que vous récupérez les chaleurs que les machines dégagent dans l'atelier, les machines qui tournent à 250 degrés, autour des machines c'est un four, mais vous récupérez ces chaleurs-là, parce que vous parlez des cuviers, des choses comme ça, mais des machines.
Bonjour. Honnêtement, non, c'est assez difficile pour l'instant. C'est pas quelque chose qu'on a pu mettre en œuvre vu que c'est du diffus. On n'a pas fait l'exercice d'imaginer un système de hotte de captation autour. C'est vrai que actuellement, c'est pas quelque chose qu'on a pu faire. C'est pas quelque chose qu'on a mis en œuvre. Question pour GEG. Le courant que vous vendez, c'est celui que vous produisez ou vous achetez du courant à des gens qui produisent du courant et après vous le revendez à d'autres? Alors, les centrales de production qu'on exploite représentent une petite partie de tous nos consommateurs qu'on fournit. Et pour la plupart des centrales, elles sont en complément de rémunération ou sous obligation d'achat. Et donc, globalement, c'est l'État qui finance, enfin, c'est revendu à l'État, c'est l'État qui finance ces centrales. Mais pour certaines centrales, effectivement, ça vient directement dans leur portefeuille sur des offres bien spécifiques où justement l'énergie renouvelable est tracée jusqu'au consommateur final. Et est-ce que vous achetez encore de l'électricité qui serait produite par un industriel et la revendre à des industriels low cost industriels? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites des PPA? Alors, on réfléchit à cette question, on est en train de monter des offres, mais pour l'instant, on n'a pas de contrat PPA. Et est-ce que quelqu'un a une info? Par exemple, on veut faire un réseau chaleur, on a le droit de livrer de la chaleur à qui on veut. On est producteur indépendant d'électricité, on veut livrer l'industriel qui en a besoin de l'autre côté de la route parce qu'Enedis n'a pas de disponibilité sur son réseau, on n'a pas le droit. Est-ce que vous savez si l'État français va changer la réglementation pour qu'un jour on ait le droit de le faire? Alors, effectivement, en France, il y a un monopole sur le réseau, hein, c'est Enedis ou RTE. Il y a quelques cas, on l'a fait par le passé. La CNR, on était à alimenter une usine depuis un barrage de la CNR. Mais en général, c'est pas trop aimé par les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que la mutualisation du réseau, ça a du bon, hein, ça a du bon, et donc l'autorisation de la ligne directe, c'est soumis à l'aval de la préfecture. Voilà. Donc en général, il faut que ce soit justifié, notamment, et c'était le cas à l'époque quand on avait fait ça, c'était parce que l'industriel en question était en bout de ligne et avait des problèmes de qualité de réseau. Mais si c'est pas le cas, je serais surpris que vous ayez l'autorisation. Il faut toujours essayer, mais je suis pas très optimiste. Voilà. Alors peut-être que ça a changé, je sais pas. C'est pas trop une question, bonjour, soit qu'une demande de complément d'information, soit un apport d'information complémentaire. Je suis vice-président et je dirige également une société d'ingénierie au passage. Vous n'avez pas dans les sujets relatifs à la maîtrise de l'énergie, le décret tertiaire qui s'impose bien sûr aux sociétés dites tertiaires proprement dit, mais également aux sociétés qui auraient des surfaces tertiaires supérieures à 1000 m² et ou des entités de stockage dont le stockage serait pour plus de 5 jours et qui imposent aux entreprises d'avoir une vision à court terme, moyen terme et long terme sur leur maîtrise de l'énergie avec des dispositions à prendre à fin décembre et ensuite des stratégies de maîtrise de l'énergie à développer par rapport à leur patrimoine immobilier, qu'on soit au passage propriétaire ou locataire, donc utilisateur. Alors, si j'essaie de tourner ça un peu en question, est-ce que ce soit pour Opéra ou pour Coretech, des sujets sur lesquels vous intervenez, vous accompagnez les entreprises, potentiellement si GEG ou BPI? Alors effectivement, le décret tertiaire, donc c'est important pour les endroits, les plus de 1000 m². Hein. Oui, effectivement, on accompagne les entreprises là-dessus. Alors, on accompagne, nous, on aide le client, on fait un premier accord et ensuite on transmet à des partenaires qui, eux, savent bien gérer. Il faut déclarer à la sur une plateforme. Ça, c'est le boulot, entre guillemets, facile qu'on peut très bien faire. Mais ensuite, le but, c'est de faire effectivement baisser la consommation du bâtiment tertiaire sur le long terme. Et ça, donc on transmet à des bureaux d'études spécialisés qui vont
qui vont faire en sorte que le patrimoine tertiaire, il y a des engagements, je crois que c'est 30 ans, moins 30% en 2030, 40, voilà. Voilà, et donc c'est très important pour les bâtiments tertiaires et les demandes sont nombreuses en ce moment. Oui, juste pour préciser le sujet sur le décret tertiaire, je l'ai évoqué un tout petit peu, alors je ne suis pas rentrée dans le détail effectivement du décret, mais en tout cas dans cette démarche-là, effectivement, on peut très bien passer par un diag flux ou une visite énergie, justement, qui va vous permettre de savoir d'où vous partez et du coup de construire un plan d'action. Et puis dans l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, Booster Éco-Énergie Tertiaire, il va entre autres pouvoir financer un audit énergétique et ensuite l'ingénierie de mise en œuvre des éventuels travaux. Et alors pas seulement des travaux, on avait une réunion hier, on a rappelé effectivement, je pense que c'est important, l'obligation dans le cadre du décret tertiaire, c'est une obligation de réduction de consommation, c'est pas une obligation de travaux, et réduire ces consommations ne passe pas forcément que par des travaux. Donc il y a aussi d'autres actions et notamment la mise en œuvre des fameux éco-gestes dont on parle beaucoup depuis quelques temps, mais qui sont pas à négliger non plus, et donc qui vont permettre aussi d'atteindre les objectifs de réduction. Donc il y a passer par des diagnostics et notamment ils peuvent être financés par ce dispositif Booster Éco-Énergie Tertiaire qui vient juste d'être lancé, qui est accessible encore une fois aux entreprises qui sont assujetties au décret tertiaire, mais pas seulement. Les entreprises non assujetties peuvent aussi bénéficier des accompagnements dans le cadre de ce dispositif. Oui, juste pour dire, pour Coretech, nous on n'intervient pas dans le tertiaire, on a quasiment que des clients industriels exclusivement, et donc c'est vrai qu'on est moins au fait de ces sujets-là. Nous on est qualifié par exemple pour les audits énergétiques dans l'industrie, quand il y avait l'assujettissement aux audits énergétiques obligatoires. Donc là on a réalisé, on a une qualification au PQBI, on a réalisé plutôt sur process et bâtiment, mais voilà, le tertiaire c'est pas notre champ d'action, quoi. Site internet, quand on déclare, il y a soit ce que vous avez dit, là, les 40% en 2030, mais il y a aussi une autre chose, si le bâtiment est récent, c'est un nombre de par un mètre carré, quoi. Voilà. Et parfois, ça peut être plus avantageux de prendre ça suivant l'année du bâtiment. Juste pour terminer sur le décret tertiaire, tout se déroule effectivement sur une plateforme, comme vous l'évoquiez, qui s'appelle la plateforme Opérate. Et sur cette plateforme, à la fois on déclare et on trouve aussi beaucoup d'informations. Il y a plein d'infos via un onglet ressources et un onglet foire aux questions, où il y a beaucoup de précisions effectivement, et notamment sur tous les cas dits cas particuliers. Je vous remercie tous, déjà les intervenants, d'avoir répondu présent à cet atelier. Et à vous tous, entreprises, de vous être déplacés aussi pour ce sujet. Et on est à vos côtés pour vous accompagner dans la traversée de ce tumulte. Voilà.